Pourquoi évoquer la figure d'Ivan Illich pour réfléchir au rapport entre la société et l'État ? D'un point de vue philosophique, la réponse semble évidente. Même si ce penseur original, né à Vienne en 1926 et mort à Brême en Allemagne en 2022, à la fois écrivain et théologien, n'est pas forcément très connu aujourd'hui, il n'a cessé, tout au long de sa vie, de penser à la distinction entre la société et l'État, ainsi que les relations possiblement conflictuelles entre ces deux entités. Qu'est-ce que sa réflexion sur ces questions a d'original ? Essentiellement la perspective critique qu'elle déploie. En effet, Illich se concentre sur un phénomène singulier que tout un chacun a pu éprouver dans son existence sociale. Certaines institutions sociales, définies comme des structures formelles qui régulent et organisent la vie quotidienne, censées faciliter la vie des individus, la rendent difficile, voire éprouvante. Ces institutions sociales peuvent être des organes de l'État, c'est-à-dire des organes du pouvoir politique légitime dépositaire de l'autorité souveraine sur un territoire donné, comme l'école, l'hôpital. Elles peuvent être aussi dissociées de l'État. Ce sont les institutions économiques, comme les banques, ou religieuses, comme l'Église. D'une certaine manière, les institutions qui devraient servir la société, entendues comme milieu de vie des individus en relation et en interaction les uns avec les autres, l'entravent. Au lieu d'apporter des facilités pour mieux vivre, les institutions deviennent contre-productives au fur et à mesure de leur expansion. Elles vont à l'encontre de leur objectif initial car elles produisent des problèmes qu'elles cherchent justement à résoudre. C'est la perversion de l'outil devenu sa propre fin. L'originalité d'Illich, dans ce contexte, est double. D'une part, il évite d'opposer abstraitement société et État, et il propose plutôt une réflexion sur le rapport entre institutions et individus, étatiques ou non étatiques. D'autre part, il refuse d'adopter une position anarchiste. Il n'est pas contre l'existence des institutions, notamment étatiques. Il est contre leur monopole et leur caractère obligatoire, susceptible de contrarier la plénitude des hommes et d'augmenter leur dépendance. Nous allons donc présenter cette perspective originale pour dépenser l'opposition abstraite de la société et de l'État en abordant un objet d'étude privilégié d'Illich, l'école. Nous présenterons sa critique de l'institution scolaire avant de montrer comment cette critique s'étend aux institutions scolaires sociales aliénantes. Nous verrons alors comment cette réflexion permet de penser les formes alternatives de rapport entre institutions et individus, et comment ces alternatives nourrissent une réflexion critique sur le rapport entre société et État. Nous discuterons enfin de la pertinence et des limites de ce modèle alternatif. Illich propose un levier de réflexion sur le rapport entre individus et institutions à partir de l'école, qui cristallise une situation historiquement spécifique, celle des institutions standardisées. Son ouvrage, Une société sans école, paraît en 1971, sous le titre original Deschooling Education. Dans cet ouvrage, Illich développe la réflexion suivante. L'école est une institution, elle est imposée par l'État. Les enfants ont l'obligation de s'y rendre pour apprendre, et ce, jusqu'à un certain âge, qui dépend des pays. Le paradoxe que pointe Illich, c'est que cette institution oblige l'individu à se soumettre dès le plus jeune âge, alors que c'est justement une structure dont la fonction est de former l'individu à devenir un être libre, autonome et émancipé. Regardons dans le détail cette réflexion paradoxale selon laquelle le système scolaire obligatoire ne conduit pas à l'éducation. Que veut dire Illich en affirmant ceci ? Il observe que plus le niveau de diplôme monte, à mesure que la socialisation se développe, plus l'échec scolaire augmente. C'est un fait qui est attesté aujourd'hui encore avec l'étude internationale PISA, qui mesure l'efficacité des systèmes éducatifs et compare les performances des élèves, issus de différents environnements d'apprentissage, pour comprendre ce qui les prépare le mieux à leur vie d'adulte. Les institutions scolaires ne semblent donc pas forcément accomplir leur but revendiqué, qui est d'apprendre des savoirs à l'individu et de lui conférer son autonomie. Elles produisent plutôt un échec d'apprentissage. Pour Illich, le problème de l'institution scolaire n'est pas son but, c'est qu'il n'atteint pas son but revendiqué, qui est légitime. À grandir et apprendre sont deux composantes intrinsèquement liées à l'être humain. Cela est possible grâce à la curiosité, qui, depuis Aristote, est jugée naturelle à l'homme. Tous les hommes ont un désir naturel de savoir, nous dit le philosophe. Il semble en outre évident à tous que l'on apprend généralement mieux et plus quand on fait ce qui nous intéresse, ce qui nous est utile. Le problème est plutôt donc le fait que l'école ne peut accomplir ce but revendiqué. Pourquoi donc ? Parce que ce but revendiqué dissimule un autre but de l'institution scolaire. Pour Illich, en effet, l'école
telle qu'elle est mise en place dans les sociétés occidentales, met l'élève dans une position de passivité, de renoncement à l'initiative personnelle. Elle n'est pas là pour apprendre aux jeunes, mais pour leur faire accepter un système aliénant. C'est un canal de distribution des programmes d'enseignement. Il s'agit d'un modèle autoritaire dans lequel il faut forcer l'élève à acquérir l'éducation proposée. Se soumettre passivement à l'enseignement imposé, c'est un suicide intellectuel, selon les mots d'Illich. En réalité, et paradoxalement, le but de l'école, selon Illich, n'est donc pas forcément d'éduquer. Cela dépend des besoins sociaux à un moment historique donné. Illich retrace l'histoire de l'école pour rendre cette thèse plausible. Si, à ses débuts, l'école se présentait comme un lieu qui préparait les enfants de la noblesse à leur mission future, celle de gouverner, elle est devenue, en évoluant, le lieu d'institutions notamment étatiques, l'institution d'acquisition du savoir et de l'érudition, mais surtout, désormais, un rituel d'initiation préparant à l'entrée dans la société moderne, celle de la consommation. Pour Illich, les institutions scolaires qui sont censées apparemment éduquer l'individu, mais qui visent désormais surtout à l'intégration de l'individu dans la société de consommation, entrent dans une période de crise qui pourrait bien annoncer la fin de l'ère scolaire. Devenue contre-productive pour l'individu autonome, l'institution scolaire produit des effets indésirables, délétères. Le système scolaire exige un investissement disproportionné par rapport aux résultats obtenus, souvent décevants. Ennui des élèves, échecs scolaires, filières dépréciées quand d'autres sont survalorisées, horaires contraires à la chronobiologie, bureaucratisation de l'administration, mal-être de nombreux enseignants, programmes arbitraires, mépris pour les pédagogies alternatives et expérimentales. En plus d'être contre-productive, le système est pour Illich profondément injuste. Il impose à toute la population de contribuer, par l'impôt, au financement d'un système qui ne bénéficie en réalité qu'à une partie de la population. Ainsi, on fait jouer tous les enfants dans un même jeu, avec des dés différents, mais avec les mêmes règles de jeu. À partir de cette première réflexion de l'école, Ivan Illich développe une réflexion sur la façon dont certaines institutions construisent un système social aliénant pour l'individu. C'est-à-dire un système qui est censé être au service de l'individu, mais qui lui apparaît comme étranger, oppressant, inapproprié, contraire à ses intérêts. Comme il le dit lui-même, je suis passé de la critique de la scolarisation à la critique des effets de l'éducation sur la société, à savoir qu'elle pousse les gens à croire qu'ils ont besoin d'aide pour comprendre ce qui les entoure et se préparer à vivre et à gagner leur vie. Comment ce passage de la critique de la scolarisation à la critique des effets sociaux de l'éducation s'opère-t-il ? Illich commence par mettre en évidence le fait que l'école maintient et même amplifie les inégalités sociales. Elle produit donc une société inégalitaire. En effet, pour lui, l'école participe d'un système qui exclut les plus désavantagés et hiérarchise les formes de savoir. Seules les classes les plus privilégiées peuvent répondre positivement aux tentatives d'enseignement proposées par l'école obligatoire. L'enseignement proposé n'est donc pas accessible à tous, même s'il est obligatoire pour tous. Ainsi, l'école crée une nouvelle sorte de pauvres, les non scolarisés, et une nouvelle sorte de ségrégation sociale, la discrimination de ceux qui manquent d'éducation par ceux qui sont fiers d'en avoir reçu. Les individus exclus ne peuvent donc pas se reconnaître dans les institutions censées les servir. Illich va encore plus loin. Non seulement l'école produit des inégalités, mais elle est qui plus est décrite comme l'agence de publicité qui nous fait croire que nous avons besoin de la société telle qu'elle est. Illich est ainsi persuadé que l'école bride l'écolier afin de lui imposer une manière de vivre et de penser. La déscolarisation de notre conception du monde exige que nous reconnaissions la nature à la fois illégitime et religieuse de l'entreprise éducative elle-même, parce qu'elle entend faire de l'homme un être social en le soumettant à un traitement par des méthodes techniques appropriées. Le système éducatif est pour Illich comparable à une religion mondiale sanctionnée par des diplômes. Pour Illich, l'école participe au mythe de la consommation illimitée. Ce mythe moderne qui se fonde sur la croyance selon lequel le système de production fabrique un bon produit et que par conséquent, plus que valeur il y a, une demande va naître. Le produit, ici, c'est bien l'éducation, produit de l'enseignement. Parce que les écoles existent, une demande de formation se fait. Nous n'avons plus confiance dans le fait de nous instruire par nous-mêmes, cela engendre même de la méfiance. Il faut être assidu à l'école, même si cela se traduit par une présence passive. Et plus on reste dans le système, plus notre valeur augmente. Valeur mesurée par des examens et des diplômes. Il faut le reconnaître, et nous sommes, en tant qu'étudiants à l'université, bien placés pour le dire. La norme scolaire rassure et confère l'illusion d'un égalitarisme.
Or, précisément, nous ne sommes pas égaux devant les processus d'apprentissage. De plus, la norme a tendance à niveler, à brider les formes d'intelligence plus créatives. Elle formate les individus et les prépare à accepter les contraintes d'une administration bureaucratique. Et c'est cette situation monopolistique de l'école qu'Illich remet en cause et qui juge problématique dans le cadre d'une réflexion sur le rapport entre institutions et individus, État et société. En effet, cette institution, au lieu d'intégrer et de permettre aux différentes populations de vivre au mieux dans leur environnement, peut conduire au contraire à les déraciner de celui-ci afin de leur faire intégrer son propre environnement artificiel d'offres et de demandes. Aussi, au vu de ces problèmes, Illich propose à contre-pied du modèle institutionnel une éducation libérale qui cherche l'autonomisation de l'individu et non son aliénation. Une société sans école, ou plutôt une société déscolarisée, ce n'est pas une société sans éducation. C'est la reconquête d'une éducation populaire et là, à l'encontre du monopole de l'État. L'enfant n'est plus éduqué séparément dans un univers artificiel qui ne correspond pas et qui ne correspondra pas à son environnement propre. C'est désormais dans la cité qu'Illich entend développer l'éducation. Prenons un exemple, pour faire voir le type d'alternative que propose Illich. Avez-vous déjà appris à un enfant à faire du vélo ? Probablement qu'une partie d'entre vous, oui. Pour cela, lui avez-vous demandé de s'asseoir et de vous écouter, vous, devant un tableau, lui expliquer à l'aide de divers schémas le mouvement d'équilibre à exercer d'un côté, puis de l'autre, celui de la roue à rayons, l'orientation du guidon, et toute la théorie fascinante du vélo. Pour enfin lui répéter de rester sage et d'écouter, car ce que vous lui apprenez lui sera utile un jour. Vous pouvez être fier de cette leçon dans les règles de l'art. Par contre, vous pouvez aussi attendre longtemps que l'enfant fasse effectivement du vélo. En effet, après un moment contraignant et ennuyeux, il réalisera que finalement, ce n'est peut-être pas si intéressant que cela de faire du vélo. Mais il aura eu la chance de pouvoir apprendre la leçon qu'il aura tôt fait d'oublier. C'est ce genre d'écueil de l'école qu'entend résoudre Illich grâce à une éducation sans école. Ce qui vaut pour l'enseignement des activités pratiques peut aussi avoir son importance pour les activités plus théoriques. Illich veut avant tout libérer l'enfant du rôle passif et dominé au sein d'une école qui veut l'instruire et le protéger, et il veut lui rendre sa place dans le monde des adultes. En conséquence de cette conviction, Illich envisage la possibilité de permettre à l'enfant d'apprendre, au sein d'un travail de quelques heures et de conditions de travail adaptées à ses capacités. Ainsi, il pourra être réintégré au monde des adultes qui sera bientôt le sien. Par ailleurs, l'éducation n'est pas qu'une affaire d'enfance, mais de tous les instants. En effet, Illich est partisan d'une formation continue. Celle-ci vient briser le cadre institutionnel instauré par l'État, qui définit qu'il y aurait dans un ordre inaltérable une période d'école suivie d'une période de travail, et cela jusqu'à la retraite. Or, la formation continue, c'est la lutte contre la spécialisation créée par le système éducatif. C'est une volonté de mettre fin à la croyance qu'il nous est impossible de maîtriser plus d'un domaine et que par conséquent, ce domaine devrait être précis, délimité et consacré par un diplôme d'État. Permettre à tous de se former tout le temps, c'est permettre au sujet de développer sa capacité d'adaptation, mais aussi d'acquérir une liberté de mouvement et de changement sur le plan à la fois personnel et professionnel. Dans une société sans école, le jardinier peut aussi être médecin. Mais par quels moyens peut-on permettre cette formation continue de chaque citoyen qui en exprime l'envie ? Parle, selon Illich, aux moyens de réseaux de savoir qui sont la promotion de la convivialité. La convivialité est à la fois son concept phare et celui de son œuvre éponyme. Elle désigne la capacité d'une société à permettre à ses membres de réaliser leurs propres objectifs avec un minimum d'interférence institutionnelle. Pour cela, chaque citoyen est susceptible d'être à la fois enseignant de quelqu'un et apprenant de quelqu'un d'autre. Sur le modèle des compagnons du devoir, chaque personne recevant un apprentissage d'une personne détentrice d'un savoir peut se voir enseigner à son tour une de ses connaissances. À présent, reprenons l'exemple de notre enfant qui apprend à faire du vélo. Cette fois-ci, vous avez évité la longue leçon barbante et théorique et y avez préféré une série d'essais sur piste cyclable. Vous lui montrez l'exemple, l'aider dans un premier temps à comprendre le mouvement en maintenant le vélo. Et après 2-3 chutes, le voilà qui pédale seul. Mais, attendez, avez-vous un diplôme de moniteur de vélo ? Non ? Félicitations, vous avez donc
transmis un savoir en dehors du cadre institutionnel, sans la moindre légitimité accordée par celui-ci. Dans une société déscolarisée, chaque individu profiterait de la liberté d'apprendre en assouvissant une curiosité personnelle et non en s'alignant sur une contrainte institutionnelle. Pour cela, la société devrait basculer dans l'échange de biens monétaires qui consiste à payer directement ou indirectement par les impôts un enseignement à un échange intellectuel. Outre un changement de mentalité, l'échange d'informations pour cette société, il faut une mise en place de lieux communs en accès libre à tous, offrant l'accès aux outils nécessaires à l'apprentissage. Ces ateliers partagés, ou lieux de ressources communes, sur le modèle des médiathèques, rétabliraient une égalité matérielle de l'apprentissage. C'est notamment le projet du CIDOC, à la fois un espace physique et un lieu d'échange intellectuel qui ne soit pas une école. En bref, l'éducation libérale d'Illich est une éducation où l'individu est sorti des limites imposées par l'école. Il prend conscience de sa curiosité intellectuelle et de sa capacité d'apprentissage et de changement. Pour cela, le réseau d'apprentissage, par sa flexibilité et son aspect facultatif, permet à l'individu de devenir acteur de son apprentissage. L'échange intellectuel abolit la hiérarchie et permettrait, à travers la coopération, une réelle circulation loin des standards institutionnels. Une fois que ceci est dit, il nous reste néanmoins beaucoup de questionnements. En effet, les théories d'Illich concernant les institutions comme l'école, au-delà de leur radicalité, se caractérisent par leur singularité et posent de ce fait des questions sur leur mise en œuvre. Si nous libérons l'enfant de l'école, que lui adviendra-t-il? Où sera-t-il? Illich a envisagé de le réintégrer à la société par le travail. Or, le travail des enfants comporte des risques de dérive évidentes. Faudrait-il une institution pour encadrer cela? Et si l'enfant n'accompagne pas un de ses parents au travail, faut-il qu'un des parents arrête de travailler et se rende disponible pour accompagner son enfant? Penser une société sans école, c'est aussi bouleverser l'organisation des familles. Et ce n'est pas un aspect développé dans la pensée d'Illich. Aussi, si le système d'apprentissage libre et de coopération choisi dans des lieux ouverts semble pouvoir être réalisable, qu'en est-il des enseignements fondamentaux, à savoir par exemple les mathématiques ou la lecture et l'écriture? Si l'enfant est entouré de personnes alphabétisées, il est imaginable que celles-ci puissent leur transmettre leurs connaissances. Mais qu'advient-il de l'enfant entouré d'analphabètes? La réponse d'Illich serait peut-être la création d'ateliers d'alphabétisation dans des lieux communs et autonomes, à l'image du pédagogue Paulo Freire. Revoyez votre école primaire et imaginez qu'à la place de vous lever pour vous y rendre, vous participiez plutôt à un atelier d'écriture et de lecture de votre propre gré à la médiathèque. Cependant, dans une éducation s'encadre une question essentielle. Comment contrôler les connaissances? Car si la liberté est qui prie dans cette éducation, instinctivement, nous ressentons quand même qu'il y a un besoin de validation des acquis. Alors qui contrôle que l'enfant ou même l'adulte a bien acquis certaines connaissances requises pour des activités essentielles comme la médecine? Aussi, est-il possible de réaliser cette révolution de l'éducation? En effet, si celle-ci se veut le remplacement d'une école qui n'arrive pas à rétablir une réelle neutralité sociale entre les élèves favorisés culturellement et ceux qui ne le sont pas, est-ce que la coopération est un moyen fiable? Qu'est-ce qui nous garantit qu'une personne possédant un savoir et une classe sociale dite élevée, un médecin par exemple, veuille partager sa connaissance à tous dans des lieux communs de culture, sachant que ce dernier, ayant connu un ancien système d'éducation, sera sans doute disposé à vouloir conserver les privilèges que la société lui donne sans les partager? Cette question est la même pour la collaboration entre l'apprenant et le partageant. Peut-on attendre des classes privilégiées, qu'elles permettent l'apprentissage des classes populaires, sans institution pour garantir ce devoir, alors qu'ils pourraient continuer, comme c'était déjà le cas dans l'aristocratie, à se transmettre leurs connaissances dans leur propre réseau de connaissances de même catégorie sociale? Peut-on fonder l'éducation sur un don de soi libre de l'enseignant et de l'apprenant? Ici, la proposition d'Illich, basée sur une libre volonté de partage, se confond difficilement aux réalités sociologiques. Ainsi, nous pouvons vraiment nous demander si abandonner toute forme d'institution scolaire au profit d'une éducation autonome ne creuse pas d'autant plus ces fractures sociales. Pour conclure, une société sans école, ou plutôt une société déscolarisée, est la réponse d'Illich à une société surinstitutionnalisée. Cette surinstitutionnalisation qui se veut comme l'investissement d'un État pour la société dessert, contrairement au discours général, ses usagers. Le monopole d'une institution telle que l'école est comme un bambou, qui par sa faculté à s'étendre par rejet, colonise tout le jardin de la société et empêche de fait toute diversité dans celui-ci.
Illich réalise donc un appel à la convivialité afin de briser ce monopole. Il propose donc une autonomisation des citoyens par un dispositif de lieu commun ouvert à tout et public de tout âge, gratuitement et un échange de connaissances sur l'inspiration de l'apprentissage. En ce qui concerne l'âge de l'enfance, l'idée est centrale et de le réintégrer dans la société par le biais du travail. Si cette proposition est celle qui peut le plus choquer nos mœurs, il faut voir la pensée d'Illich comme une restructuration de toute la société, y compris le travail. Si la concrétisation de ces théories peut poser certains problèmes, celles-ci sont d'une importance considérable pour appréhender le rapport de force entre l'État et la société sous un aspect inédit. Pas celles des institutions considérées comme violentes, comme l'armée et la police, mais par celles considérées comme étant des services d'État, présentés comme essentiels à tout État moderne et développé.